Mali, la fin de l'année 2024 a été marquée par une vaste opération de défrancisation des rues et monuments dans la capitale, Bamako. Le pays emboîte ainsi le pas au Niger et au Burkina Faso. Un palier de plus franchi dans la rupture avec la France, mais également avec la CEDEAO, pour ces trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Mohamed Amara, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Belle et heureuse année, puisqu'il n'est pas trop tard pour souhaiter les vœux. Merci, vous pareillement. Le 18 décembre dernier, en décrétant la défrancisation des rues, le général Assimi Goïta entendait effacer les derniers souvenirs vivaces qui restaient de la colonisation française au Mali, pays qui, je le rappelle, de 1890 à 1958 s'appelait le Soudan français. Est-ce que cette action, cette décision était inéluctable et pour quelles raisons ? Bien sûr que ça l'était depuis que la France et le Mali se sont fâchés en 2021 suite au deuxième coup d'État du président de la transition, le président actuel, c'est-à-dire Assimi Goïta. Je pense qu'il y a eu des bruits et qui ont fini par un moment aboutir à cette dénomination des rues de Bamako pour les rebaptiser au nom des artistes, des écrivains, en tout cas des auteurs célèbres du Mali. Ça a une portée très symbolique pour moi, qui permet de dire et de faire comprendre à tous ceux qui soutiennent le Mali et les Maliens, et pas seulement eux, mais tous ceux qui s'inscrivent dans une logique d'émancipation vis-à-vis de l'ancienne colonie, pas la France actuelle. L'ancien colonisateur. L'ancien colonisateur, donc voilà. Donc, ça permet de dire et de faire comprendre que de plus en plus, ces politiques de souveraineté, d'indépendance s'affirment suite à ces débaptisations, à cette dénomination des rues de Bamako, et qui ne concerne pas que Bamako, qui concerne aussi les autres capitales africaines, en l'occurrence Ouagadougou et Niamey. Mais 64 ans après les indépendances, est-ce que ce n'est pas tard de réagir ainsi ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il me semble que c'était bien par rapport au contexte actuel. La jeunesse africaine, en l'occurrence malienne, attend ça, en tout cas une partie de la jeunesse qui soutient aujourd'hui les autorités de la transition malienne, attendent ce genre d'action pour dire que, bon voilà, notre indépendance, ce n'est pas que une indépendance verbale, c'est aussi une indépendance concrète. Après, je mettrai un bémol sur ces rues-là. Tous ceux qui portent les noms de ces rues, il n'y a quasiment pas de femmes. Alors que le Mali a connu des femmes célèbres comme Awa Keïta, comme Fatoumata Siré Diakité, entre autres, qui auraient pu, en tout cas, prendre place dans cette histoire, dans cette nouvelle histoire. 25 lieux ont été rebaptisés et la France n'est pas la seule visée, puisqu'il y a également la CEDEAO. D'ailleurs, une des artères de Bamako, l'avenue de la CEDEAO s'appelle désormais l'avenue de l'AES. Faut-il y voir une volonté de construire une identité collective en mettant à l'honneur des figures nationales, mais également des figures africaines ? Bien sûr, je pense que c'est une logique, c'est un processus d'identification à une histoire de partenariat vis-à-vis de l'AES. L'AES, c'est l'Alliance des États, la confédération de l'Alliance des États du Sahel qui existe depuis l'année dernière. Et pour dire, voilà, désormais, on a un nouveau cadre qui s'appelle l'AES et qui sont les nouveaux amis, qui sont les nouveaux partenaires. Donc, c'est une manière, ce processus d'identification, c'est une manière d'affirmer à la fois leur autonomie vis-à-vis de la CEDEAO, qui est devenu, pour moi aujourd'hui, l'ennemi, entre guillemets, numéro 1 de l'AES, vu le fait que l'AES veut sortir de la CEDEAO, ça va être concrétisé le 29 janvier prochain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième et dernier point important par rapport à cette action, je pense, vis-à-vis de la CEDEAO, c'est une façon pour le président de la transition malienne, c'est-à-dire le général Assimi Goïta, d'affirmer davantage son autorité et sa légitimité vis-à-vis des présidents de la CEDEAO. Depuis le coup d'État de 2020 qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, les nouvelles autorités du Mali se sont inscrites dans une démarche de rupture avec la France, vous le rappeliez, qui a entraîné
notamment la dénonciation des accords de défense, mais également la fermeture de l'ambassade de France et même le départ de la force Barkhane. Des actions qui pour Paris sont attribuées à l'influence russe. Est-elle si importante que cela? Je pense que quand il y a une situation de divorce, tout est bon pour, en tout cas, inverser les rapports de force. Et c'est le cas entre le Mali et la France, où effectivement, les nouveaux partenaires maliens, c'est-à-dire la Russie, et pas que la Russie, mais aussi la Turquie, entre autres, parce que c'est la Turquie qui vend quand même des drones, Baïkal au Mali, sont aujourd'hui vus d'un mauvais œil par la France. Et ça se comprend. Donc, on est dans une espèce de je vous aime, moi non plus. Et c'est la réalité aujourd'hui entre Bamako et Paris. Mais la difficulté pour les chercheurs et pour tous ceux qui essayent de comprendre ce qui se passe, c'est d'avoir des vraies informations sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de partenariat clair et net entre la Russie, la Fédération de Russie, le Mali. De nouveaux accords militaires ont été signés, mais la difficulté, c'est d'avoir les papiers pour savoir qu'est-ce qui est dit dans ces accords, quelle est la part de responsabilité de la Russie et du Mali en termes d'accords de militaires, etc. Et c'est la difficulté principale. Mais toujours est-il que, et j'en termine par là, je pense que la situation de crise entre le Mali et la France aujourd'hui ne permet pas d'avoir une lecture, je veux dire une lecture objective lorsqu'on se met dans un camp ou dans un autre de ce qui se passe aujourd'hui entre les deux pays. Fin 2024, c'est aussi la fin des bases militaires françaises de manière concordante, hein. On l'a vu au Tchad, mais également au Sénégal. Et puis en janvier, ça a été l'annonce faite par le président Alassane Ouattara. En l'espace de 2 mois, le dispositif militaire français a radicalement changé, alors qu'une mission avait été confiée à l'ancien ministre Jean-Marie Bockel pour repenser, hein, justement ces accords militaires. Comment expliquer cette soudaine accélération? Je pense qu'il y a l'histoire qui est en train de se faire sur le continent africain, et en tout cas là où la France coloniale était, et qui dit quelque chose en fait, qui signifie, qui a un sens politique très important pour moi. Et ce sens politique, c'est l'expression de la jeunesse africaine. Bien évidemment, tout ça est mis en scène par ceux qui Mais la dirigent. jeunesse et les militaires aussi, hein, surtout. La jeunesse et les militaires, tous les chefs d'État de ces pays, au Mali, au Niger, au Burkina, sauf au Niger, parce que le général Tchani est plus âgé que les autres. Vous voyez? Mais au Niger, au Mali, au Burkina ou au Tchad, c'est des jeunes, ils ont à la quarantaine. Moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Et donc, qui n'ont pas vécu cette histoire et qui essayent donc de se départir de cette histoire et qui aussi entendent ce que disent les jeunes. Les jeunes, pas militaires, mais des jeunes qui ont étudié, qui attendent que les rapports entre la France et leur pays changent. Et ça, ils l'entendent. Et je pense qu'ils sont en train d'aller dans le sens du vent, dans le sens de l'histoire. Et c'est ça, le sens politique premier pour moi, qui explique en tout cas ce départ des bases ou des emprises militaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Tchad, Sénégal. au Sénégal. Paris parle d'un départ négocié, hein, ce que démentent violemment N'Djamena et Dakar, qui parlent de décisions prises par des États souverains, libres et indépendants. Le départ des militaires français pose la question de ces pays à développer leur propre sécurité, hein, leur défense, mais surtout à repenser la coopération régionale avec cette menace terroriste. C'est là l'enjeu de la question pour moi, c'est comment effectivement, comme vous le dites, Madame Epoté, repenser les dispositifs sécuritaires. C'est l'alpha et l'oméga de tout le reste, c'est-à-dire de toute la capacité, je dirais même la capacité, pour ne pas citer un auteur que j'aime bien, de la classe dirigeante africaine à exister par elle-même. Et exister par elle-même suppose avoir ce que j'appelle des plans de maîtrise sécuritaire, des plans de maîtrise sécuritaire qui articulent à la fois le militaire et aussi le civil, le politique, entre autres, pour avoir une approche globale de cette lutte contre le terrorisme que j'appelle le narco-terrorisme. Mais cela suppose derrière qu'il y ait un vrai travail, un travail de vision,
c'est des pays immenses. Le Mali, c'est 1 240 000, avec une croissance démographique importante. Plus de la moitié de la population est jeune, vous voyez. Moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Donc, il faudrait arriver à la fois à développer, mais aussi à protéger, à défendre. Et ça devrait s'inscrire dans un plan de maîtrise sécuritaire qui, aujourd'hui, est quasi inexistant de mon point de vue. Et c'est là où je pense que dans l'avenir, les chefs d'État africains doivent travailler. Faut-il aller jusqu'à penser qu'il y a eu une précipitation du côté de cette décision? Il y a une précipitation. Je pense qu'il y a une espèce de nouvel ordre, entre guillemets, c'est-à-dire les sociétés africaines actuelles, les dynamiques sociales dans cette région, elles avancent plus vite que la classe dirigeante, vous voyez, et qui font que souvent, elles les prennent de court. Donc, la classe dirigeante est obligée de s'adapter, de suivre. Et malheureusement, on sait la suite souvent. Dernière question, Mohamed Amara, sur la façade atlantique du dispositif militaire français, il ne reste plus que le Gabon, puisque le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'en font plus partie. Sur la façade orientale, il y a Djibouti, carrefour stratégique dans la région Indo-Pacifique, où la France n'est hélas pas seule, puisqu'il y a des bases américaines, chinoises, japonaises et même italiennes, et demain peut-être russes. 65 ans après les indépendances, est-ce le début d'une nouvelle forme de coopération entre la France et ses anciennes colonies? Bien sûr, je pense qu'il va y avoir une redéfinition de la coopération. Il y a une métamorphose, une transformation des relations qui sont... Vous voyez, il y a le numérique qui prend de plus en plus de place dans les liens entre les sociétés, entre les peuples. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui à Paris et instantanément à Bamako, à Djibouti ou je ne sais pas où. C'est un village planétaire aujourd'hui. C'est un village planétaire, bien évidemment, et qui fait que ça bouge et ça oblige effectivement les dirigeants à... en tout cas, à remodeler, à repenser leur position. Et donc, pour répondre concrètement à votre question, aujourd'hui, partout dans le monde, que ce soit dans l'Indo-Pacifique ou ailleurs, les coopérations entre les États seront obligatoirement repensées parce que la jeunesse de ces différents pays oblige les dirigeants à changer de cap pour mieux penser et pour avoir des relations entre les États, entre les peuples, plus fructueuses, plus humaines que celles que nous avions connues. Plus équitables, plus égalitaires. Mohamed Amara, merci. Merci, Madame Impoté.